Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen. Dans cette édition, direction la Grande-Bretagne, un pays où, sous l'impulsion du parti UKIP, indépendantiste et conservateur, l'immigration est au cœur des débats. Nous en débattrons avec nos invités. Mais d'abord, l'actualité. Les Européens sont vent debout contre leur allié américain. Motif, l'espionnage de la NSA. Alors comme ça, les États-Unis espionnent l'Europe et la France. Particuliers, grandes entreprises, cabinets ministériels, la NSA aurait engrangé plus de 70 millions de communications en un mois. Non. Comment cela est possible? Comment peut-on être espionné par ses alliés? Du coup, Paris s'excite, exige des explications, convoque l'ambassadeur américain, mais promis, ne cherche pas l'escalade. Après ces révélations, voilà que les 28 font mine de découvrir les opérations d'espionnage de leur grand frère américain. Un peu facile, non? Si l'espionnage des voisins a toujours existé, force est de constater qu'à l'heure du cyberespace, la tâche est plus complexe. Alors, l'Europe est-elle prête à protéger les données de ses citoyens? Et pour évoquer cette question de la protection des données des citoyens européens, c'est Jean-Marie Cavada qui m'a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, on a un petit peu l'impression que finalement, quelques mois après l'affaire Prism, que l'Union européenne et a fortiori la France redécouvrent que les États-Unis nous espionnent. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de naïveté là-dedans? Pour vous dire le niveau de mon raisonnement, j'ai réclamé un passeport européen pour Snowden. Oui. Parce que je trouve que Edward Snowden, donc, qui a révélé l'homme cette qui a affaire, fait les révélations, qui est actuellement en Russie. Et qui est actuellement réfugié en Russie, à l'aéroport, si ma mémoire est bonne. Il a eu un visa d'1 an. Ou un visa, voilà. Toujours est-il que voilà un homme sans lequel nous n'aurions pas la moindre idée de l'ampleur des écoutes. Parce que de quoi s'agit-il? Que les services secrets s'espionnent mutuellement est une tradition de surveillance classique et même entre alliés, c'est une très vieille, ça n'a jamais cessé. Donc je ne vais pas parler de ça, je dirais que ce sont les risques du métier et puis ça fait partie des pratiques. En revanche, je ne vois pas comment on peut s'autoriser à écouter la société civile, vous, moi, tout le monde, dans tous les sens. Et en plus, des dizaines et des dizaines de millions d'écoutes ciblées en un mois, ça veut dire que des personnalités, mais d'autres, des gens anonymes ou qui ont un profil intéressant pour les intérêts économiques des États-Unis, parce qu'il s'agit de ça essentiellement. Oui, parce qu'ils ont écouté Alcatel-Lucent d'un côté ou Anadolu Orange de l'autre, entre autres. Oui, c'est ça. Donc là, ils vont sur des fournisseurs. Donc c'est de l'Internet aussi. Hein, c'est extrêmement pratique. Ça leur évite de brancher 80 millions de lignes. Mais toujours est-il que c'est un principe absolument scandaleux et je ne comprends même pas qu'il y ait une discussion sur ce sujet. Je veux dire, si moi je me mets à vous écouter, je vais en prison. Pourquoi un État qui écoute des citoyens ne peut pas faire l'objet d'une sanction et en tout cas d'une négociation politique dure? Quelle sanction, Jean-Marie Cavada, vis-à-vis de cet allié américain, de ce grand frère qui vous écoute? Alors, il a écouté les Français, il a écouté les Autrichiens, il a écouté les Allemands, il a écouté tous ceux... Oui, tous ceux les Anglais, mais avec l'aval de leur gouvernement, les Anglais, c'est formidable, ça. Hein. C'est pas la peine d'avoir la même chambre à coucher, si c'est pour se faire espionner comme ça. Bon, passons. Mais ce qui est très choquant, c'est encore une fois l'écoute des citoyens, le viol des libertés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles sanctions? Eh bien, mon sentiment, c'est que l'Europe devrait être beaucoup plus dure et beaucoup plus ferme dans cette affaire et suspendre les négociations qui sont chères aux États-Unis parce que les États-Unis veulent agrandir leur marché et dans lequel nous trouvons quelque intérêt nous aussi puisque nous espérons pouvoir ouvrir un peu mieux les portes des États-Unis. Donc c'est suspendre les négociations du traité de libre-échange Absolument. USA Absolument. Europe. Oui, absolument. Nous devrions suspendre ces négociations. Et quelle majorité avez-vous sur cette question? Parce que finalement, vous êtes plutôt avec l'extrême gauche sur cette position. Oh, pas l'extrême, non, pas du tout. Non. Les Verts en parlent aussi. Une partie des libéraux également, ceux qui sont libertaires, ceux qui sont très soucieux de la préservation des libertés individuelles. À gauche, il y a un fort volume de gens qui sont favorables à la suspension pour une raison simple, c'est que nous devrions pouvoir composer une majorité pour voter cette décision.
À ce jour, probablement, nous ne l'avons pas. Mais c'est surtout que la question est posée si mollement qu'on se sent presque gêné de dire ce que je viens de dire. Mais non, enfin, c'est de la morale ordinaire. Et dans la politique des États entre États, un peu de morale ne fait pas de mal non plus. Oui, mais alors là, je vais revenir après tout sur les manquements de l'Union européenne sur cette question. La dernière directive qui protège les données des citoyens date de 95, donc Oui. autant dire la préhistoire d'Internet. Est-ce qu'il n'y a pas eu de lacune aussi de la part de l'Union européenne sur cette question? Incontestablement, il y a une lacune qui n'a pas été comblée dans les négociations que nous avons eues. J'étais alors président de la Commission des libertés civiles précisément, que nous avons eues avec les États-Unis après le 11 septembre 2001, après les attentats de Madrid 2004 et de Londres du jeudi 7 juillet 2005. Par conséquent, nous ne sommes pas allés au bout de ce que nous devrions faire pour protéger les valeurs qui sont une de nos revendications de la construction de l'Europe. Nous devons aller encore plus loin parce que l'Europe, elle a une fonction très, très basique. C'est d'essayer d'être un bloc continental de haut niveau démocratique. Et dans la démocratie, il y a la préservation des libertés individuelles et collectives. Il faut reprendre ce dossier et il faut construire quelque chose de plus solide. Et s'agissant des États-Unis, je le répète, nous n'avons pas de raison de ne pas faire un coup de semonce. Les États-Unis et l'administration américaine doivent dire à ses services de renseignement de cesser d'espionner les individus des sociétés et en Europe, comme ailleurs d'ailleurs. Qu'ils le fassent chez eux, ça les regarde. En Europe, ça nous regarde. Alors justement, le directeur de la NSA a répondu à toutes ces allégations il y a déjà quelques semaines. On l'écoute. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Nous n'écoutons pas leurs appels téléphoniques, nous ne consultons pas leurs emails. Nous défendons ce pays. Et nous le ferons comme il se doit. Nous prenons nos responsabilités. Nous rendrons compte de chaque incident. Mais nous avons besoin d'outils pour protéger ce pays. Si on nous enlève ces outils, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Que se passera-t-il à l'avenir? Ma préoccupation est la suivante. Vous pensez que la situation est grave en ce moment? Mais si nous arrivait quelque chose de similaire à ce qui s'est déroulé à Nairobi, les choses seraient vraiment différentes. Jean-Marie Cavada, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que le Patriot Act américain n'a pas été trop loin pour protéger les États-Unis? Deux choses. Ceux qui se plaignent ou se méfient de l'Europe devraient regarder devant leur porte. Le Patriot Act américain a fait reculer les libertés individuelles et les libertés collectives beaucoup plus que les libertés n'ont été endommagées en Europe. Nous avons veillé à ce que l'équilibre sécurité-liberté, après ces attentats, reste important, reste normalement protégé. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc vous voyez, même une des mères de la démocratie, ces libertés ont été mises à mal. Deuxièmement, dans ces conditions, non, la fin ne justifie pas les moyens. Je dirais d'ailleurs à ce monsieur qu'il ment. Et que deuxièmement, si vous vous souvenez du 11 septembre 2001, plusieurs agences de renseignement savaient que... Européennes d'ailleurs. Et il y avait... Européennes et américaines, je parle des américaines en l'occurrence, savaient que des personnes prenaient des cours de pilotage chez eux et avaient fréquenté les cours d'instruction générale et les cours de décollage, mais n'étaient pas venus aux cours qui apprenaient à atterrir. Moi, je suis pilote amateur dans la vie, je pilote. Je peux vous dire qu'il y a une chose qui est très importante, c'est pas de décoller, c'est de se poser. Donc, ils le savaient, mais la guerre des agences de renseignement fait que ces renseignements ne leur ont pas été échangés ni communiqués. Donc, ils balayent devant sa porte. Et deuxièmement, la fin ne justifie pas les moyens. La lutte contre le terrorisme est une chose nécessaire. Surveiller les transactions financières, c'est nécessaire. Mais pas au prix des libertés individuelles. Mais on ne me fera pas croire qu'on écoute en France en un mois de temps 80 millions de personnes au motif de la lutte contre le terrorisme. Non, il s'agit d'un espionnage économique au prorata des intérêts économiques américains, comme beaucoup d'autres grandes puissances, hélas, le font, ça doit cesser. Il n'y a pas à discuter de ces choses, ça doit cesser. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada d'avoir été avec nous pour évoquer ces questions. Nous, on continue direction le Kent. Là-bas, de nombreux Bulgares ou Roumains travaillent dans les fermes. Pour autant, le gouvernement souhaite réfréner cette immigration. Direction l'Angleterre avec Flora Sauvage. Le gouvernement britannique ouvre un nouveau front, la lutte contre l'immigration illégale. Juillet 2013, une campagne anti-immigrés s'étale dans les rues de Londres et fait les gros titres des journaux télévisés. Un durcissement de la politique d'immigration qui inquiète plusieurs secteurs d'activité en manque de main-d'œuvre, comme l'agriculture. Alasdair Brooks emploie depuis des années des étrangers pour cueillir ses fraises et ses framboises, mais au 1er janvier 2014,
le programme de travailleurs agricoles saisonniers qui lui permet d'embaucher pendant 6 mois des Roumains et des Bulgares va arriver à son terme. Le but, privilégier les travailleurs britanniques. Sur les 200 travailleurs saisonniers qui sont ici, environ 180 sont étrangers. Petcu a 32 ans. Dès que la saison est terminée, il repart en Roumanie. C'est ma 10e année. Oui, c'est ça, c'est ma 10e année. C'était une très bonne opportunité quand j'étais étudiant. Et puis ensuite, j'ai eu mon diplôme, j'ai fini l'université. Et finalement, j'ai continué parce que ça me plaît. Les agriculteurs comme Alasdair peinent à recruter des Britanniques pour travailler au champ. Pour ramasser ses fruits, il emploie donc des Roumains, des Bulgares, des Polonais, mais aussi des Espagnols. Où êtes-vous? Ah, vous êtes au numéro 5. Ah ok, on y était presque. On arrive, à tout de suite. On n'arrive pas à trouver assez de gens dans le Kent qui soient prêts à travailler dans les champs, car c'est un travail temporaire. On est donc obligé d'embaucher des gens qui viennent de l'étranger. Bonjour Peter. Voici Peter et Roxana qui dirigent une équipe. Vous êtes combien aujourd'hui? En venant travailler en Grande-Bretagne, Roxana peut doubler son salaire et vivre correctement en Roumanie. Ici, on gagne plus d'argent. En Roumanie, on gagne 200 livres en un mois seulement. Tout le monde ici vient pour l'argent. Alasdair Brooks appréhende les effets de la fin du programme qui lui permettait d'embaucher Roumains et Bulgares, car sans cueilleurs, ses fraises et ses framboises ne pourront pas être récoltées. En fait, ce qui va se passer, c'est que la production horticole va être exportée à l'étranger. On voit déjà des producteurs de salade au Royaume-Uni avec des business en Hongrie ou en Pologne. Ils sont basés ici, mais leur production est en Europe de l'Est. Et ça va pas s'arrêter. Après, ce sera la Russie, la Chine, mais ça va aussi être ailleurs. Les conséquences du repli sur soi pourraient être dramatiques pour l'industrie, comme le redoute l'Union nationale des agriculteurs. Le comble, c'est que jusqu'ici nous autorisions 21 000 travailleurs saisonniers à venir ici. Et ensuite, 99% d'entre eux repartaient chez eux. Mais dorénavant, en mettant un terme à ce programme de travailleurs agricoles, ils pourront venir et travailler de manière permanente. Donc cette mesure va en fait augmenter potentiellement le nombre d'immigrés au Royaume-Uni. Sous la pression du parti UKIP, le gouvernement cherche par tous les moyens à réduire le nombre d'immigrés. Ce soir-là, un débat réunit Nigel Farage, le leader du parti eurosceptique, et d'autres orateurs. Au centre des discussions, la question de l'immigration. Juste une question. 300 000 emplois ont été créés l'année dernière. Un tiers de ces emplois est allé aux Britanniques et les 2 tiers à des travailleurs nés à l'étranger. Vous trouvez ça normal? Populiste, Nigel Farage agite le spectre de l'invasion d'étrangers qui mettrait à mal la cohésion de la société anglaise. Avec Tony Blair au pouvoir, 4 millions d'immigrés sont venus au Royaume-Uni. C'est un chiffre considérable qui a conduit à des changements radicaux et maintenant la majorité du pays dit « Attendez, je n'ai jamais voulu ça ». On doit avoir une politique d'immigration dont le principe est de faire venir des gens sans casier judiciaire, sans maladie et avec des compétences à apporter. En 2004 déjà, la Grande-Bretagne avait ouvert ses portes à la Pologne qui venait d'entrer dans l'Union. 9 ans après, un demi-million d'immigrés comme Łukasz se sont installés outre-Manche et le polonais est devenu la 2e langue parlée en Angleterre. Pour le représentant des Polonais de Grande-Bretagne, le discours anti-immigré ambiant est l'éternel débat qui agite le Royaume-Uni. En 2004, la Grande-Bretagne avait besoin de sang frais parce que l'économie était en pleine expansion. Mais maintenant, le contexte est très différent. Aujourd'hui, après 9 ans, la situation économique n'est pas très bonne et les gens ont un peu peur. Tiraillé par les bons scores du UKIP, David Cameron veut se montrer inflexible sur la question de l'immigration. Mais ses marges de manœuvre sont limitées, car les règles de libre circulation en Europe s'appliquent à tous, y compris à la Grande-Bretagne.
Et pour évoquer cette épineuse question de l'immigration de travail, ce sont deux députés qui nous ont rejoints sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Graham Watson, vous êtes anglais, membre du Parti libéral et démocrate. Et Philippe Juvin, vous êtes membre du groupe PPE, donc l'UMP en France. Messieurs, à la suite de la vision de ce reportage, qu'est-ce que cela vous inspire, Graham Watson? Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'Angleterre est mise à mal par cette invasion de Roumains et de Bulgares tels que Nigel Farage aujourd'hui la présente? Non, pas du tout. Et Nigel Farage démontre que son parti, en réalité, c'est une partie contre les immigrés. C'est une partie comme le Front National en France ou autres partis. Ils sont d'extrême droite, selon vous, alors? Ils sont d'extrême droite. Ce qui est important pour nous, et surtout pour l'économie de la Grande-Bretagne, c'est que nous avons la possibilité de trouver du main-d'œuvre en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, pour nous aider avec les emplois où on n'a pas assez de gens, où les Britanniques ne veulent pas travailler. Et ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est aussi les abattoirs, c'est les maisons des retraités, c'est les hôpitaux, c'est parfois les écoles, nous n'avons pas assez d'instituteurs, d'institutrices, c'est conduire les camions. Toute une série Donc ce sont des emplois en fait de base finalement, ce ne sont pas des emplois très qualifiés. Les emplois de base, et les gens sont prêts à venir, sans lesquels on ne pourrait pas avoir ou connaître le succès économique qu'on connaît. Donc l'économie anglaise en a besoin. Est-ce que c'est le cas en France, Philippe Juvin? En fait, toute la difficulté du débat, c'est de savoir si les États définissent correctement les critères d'entrée sur leur territoire. Au fond, la France, la Grande-Bretagne, tous les pays ont besoin d'une immigration. Et je rappelle que l'Europe est une terre d'immigration. La France, par exemple, est la nation qui en Europe a accueilli le plus d'immigrés depuis l'an 1000. Des historiographes, des historiens, par exemple, de la certes, démographie, mais pardon Philippe Juvin, mais là on parle d'une immigration intra-européenne. On parle des Roumains, des Bulgares, on parle des Polonais. Absolument. Donc c'est le système de libre circulation. Est-ce que vous pouvez mettre en place des critères, sachant que normalement c'est la libre circulation des biens et des personnes? Eh bien, je pense que chaque économie doit définir le profil des gens qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Donc ça veut dire restreindre la libre circulation? Je pense qu'il y a un très bon système, qui est le système qui est en vogue en Amérique du Nord, au Canada en particulier, qui permet à l'État simplement de définir de qui elle a besoin. Et l'État définissant de qui elle a besoin, elle fait entrer des quotas de gens en fonction des besoins de son économie. Il n'y a rien que de très normal. Non, mais certes, mais là je vais revenir à ma question initiale, c'est que le Canada n'est pas inséré dans une Union européenne où le principe de libre circulation des biens et des personnes, et notamment de l'immigration de travail, existe. Donc est-ce que cela voudrait dire, selon vous, qu'il faudrait remettre en place une forme de restriction pour certaines populations de l'Union européenne pour qu'elles ne puissent pas accéder au marché du travail anglais, au marché du travail français, belge, allemand? Mais si vous voulez, dans un pays où il y a plusieurs millions de chômeurs de longue durée, comme la France, il me paraît indispensable de donner du travail d'abord à ceux Français de citoyenneté ou Français d'adoption qui sont sur notre territoire et qui ont besoin d'un travail. Donc je pense qu'il est nécessaire et logique, avant d'ouvrir les frontières de la France en disant venez travailler chez nous, de voir si on peut donner ces emplois à ceux qui résident sur le territoire. Ça me paraît logique. Alors justement, Monsieur Watson. Contre réinstituer les contrôles internes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux faces de cette question. Nous avons beaucoup de Britanniques et beaucoup de Français qui vont ailleurs dans l'Union européenne pour travailler, pour vivre, pour étudier. Nous savons par exemple qu'il y a presque un demi-million de Britanniques en Espagne, il y a 200 000 en France, il y a au moins 200 000 Français en Grande-Bretagne. Et donc notamment tout le monde a besoin et bénéficie de cette capacité d'aller trouver du travail ailleurs. Et c'est ça l'Union européenne, c'est ça la liberté que nous réjouissons. Alors, justement, je voudrais qu'on écoute une petite intervention de votre Premier ministre, David Cameron, sur cette question. We cannot have a culture of something for nothing. Nous ne pouvons encourager une culture du quelque chose en échange de rien. Les nouveaux immigrés ne devraient pas s'attendre à recevoir un logement en arrivant. Pourtant, de nos jours, presque un dixième des nouveaux logements sociaux sont attribués à des immigrés. Je vais donc introduire de nouvelles directives législatives pour l'attribution des logements au printemps, pour créer un test de résidence locale. Cela veut dire que les locaux auront la priorité au niveau des logements sociaux et que les immigrés devront avoir vécu et contribué au pays pendant 2 ans pour être pris en compte.
vous, Graham Watson, votre parti participe à la coalition de M. Cameron. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de préférence nationale? Non, je pense que sa stratégie est mauvaise. Pourquoi est-elle mauvaise? Parce que ce qu'il fait, c'est de répondre aux attaques faites par l'extrême droite. Ce n'est pas de défendre le système actuel en disant pourquoi il est tellement valable. Et en effet, au sein du gouvernement, Cameron a voulu faire beaucoup de choses et nous l'avons empêché parce que nous avons dit le système actuel est bénéficial pour le business britannique, mais aussi pour les citoyens. Et donc, il peut parler, il peut dire qu'il va faire toute une forme de contrôle, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas la majorité parlementaire pour le faire. Donc, il ne peut pas le faire. Pourtant, il y a un moment où il faut bien, effectivement, contrôler un petit peu ce qui rentre. Enfin, je reprends les arguments de Philippe Juvin. Est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, en Angleterre, vous permettre, avec 9% de chômage, d'accueillir Bulgares, Roumains, Polonais et c'est le débat qui agite un petit peu l'Angleterre en ce moment, remettre un petit peu en question cette idée de multiculturalisme? Contrôler, bien sûr. Ce que nous avons fait, ce que le gouvernement travailliste n'avait pas fait, nous avons des contrôles pour savoir qui entre et qui part de la Grande-Bretagne. Ça, c'est important pour toute une série de raisons, y compris lutter contre la criminalité organisée. Donc, les contrôles, c'est important. Mais le multiculturalisme qui, à Londres, fonctionne très, très bien, c'est quelque chose de valable pour notre société. Philippe Juvin n'est pas d'accord. Non, mais en fait, il faut bien comprendre que malheureusement, c'est ainsi, l'immigration a évolué dans sa justification. Nous avons eu pendant longtemps une immigration qui était une immigration d'adhésion à des valeurs. On venait en Grande-Bretagne, on venait en France parce qu'on adhérait à des principes, à des valeurs. Aujourd'hui, une partie de l'immigration... On avait surtout un besoin et désormais, économique. Désormais, l'immigration, effectivement, peut devenir en grande partie une immigration économique et une immigration de libre shopping. Ce que nous pensons, c'est qu'il est normal qu'un État puisse définir des règles qui lui permettent de définir qui entre. S'il n'y a pas ces règles, ça devient un contrat unilatéral. Ça devient un non unilatéral. Aussi. Et moi, je ne veux pas empêcher les jeunes Français qui veulent venir travailler en Grande-Bretagne. Mais définissez des conditions. Définissez des conditions. Il semble que les conditions ne soient pas définies. Elle est là la question. Je pense qu'un État a le droit de définir les conditions qui font que l'on réside sur son territoire. Sinon, cela devient comme un contrat unilatéral où une seule des parties, en l'occurrence la personne qui déciderait d'entrer, fixerait elle-même les conditions de son séjour. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait à la fois des droits et des devoirs. Oui, exactement. Et les conditions sont déjà là dans la loi au niveau européen. C'est vrai que certaines veulent encore des conditions. Et moi, personnellement, je ne suis pas convaincu et je ne veux pas que l'Europe se mette dans une atmosphère de donner la culpabilité aux étrangers pour les choses qui ne vont pas bien. Alors, justement, ces conditions, par exemple, elles existent un petit peu en France. Il y a des listes d'emplois qui sont ouvertes ou non aux Bulgares, aux Roumains. Mais finalement, ça n'a pas non plus réglé le problème en France et on est encore dans l'idée de durcir. Donc, vous êtes en train de prôner quelque chose pour nos amis anglais qui ne marche déjà pas en France. D'abord, je ne me permettrai pas de prôner quoi que ce soit pour nos amis britanniques. Vous leur conseillez. La question est simple, c'est que je suis issu d'un pays qui est accueillant pour toutes les populations de la planète entière. La France a toujours accueilli tout le monde, mais elle l'a accueilli parce que les gens qui venaient chez nous avaient une volonté d'intégration. Et la vraie question, en fond, nouvelle qui se pose, c'est la capacité d'intégration. Est-ce que nos sociétés ont encore la capacité à faire en sorte que les gens qui viennent s'intègrent? Moi, je crois que le multiculturalisme n'est pas une bonne chose. Je pense que dans une nation, on doit cohabiter avec des principes et des valeurs communes. Le pire, c'est d'avoir des gens qui sont étrangers eux-mêmes, alors qu'ils habitent eux-mêmes dans le même pays et la même ville. Le système français traditionnel d'intégration républicain, quel est-il? Quand vous arrivez en France, que vous soyez italien, polonais, algérien, marocain, britannique, si lors vous voulez devenir français, eh bien vous adhérez à des valeurs. Moi, je suis comme beaucoup de Français issus de populations émigrées de différents pays, mais je n'ai pas souvenir que mes ancêtres, quand ils sont venus, ont revendiqué le droit à cultiver leurs différences parce qu'ils venaient d'un endroit étranger. Ils étaient au contraire heureux de se fondre dans la nation. Alors, cette notion de nation est fondamentale pour nous. C'est justement, c'est contrairement à la France, l'Angleterre, c'est pas du tout construit comme ça. Est-ce que vous diriez que le pacte social anglais est en danger ?
Non, je ne pense pas que le pacte social soit en danger. Mais je suis d'accord avec Philippe Juvin que l'intégration, c'est quelque chose de très important. Et il nous faut des politiques positives pour encourager l'intégration dans chaque pays. Ça c'est clair. Moi, je viens de minorité. Je suis écossais. Donc, je suis britannique, mais je ne suis pas anglais. Et je ne veux pas souffrir ce qu'ont souffert mes ancêtres par le fait d'être écossais en Angleterre ou bien dans cette forme de stigmatisation. Pourquoi, j'ai une question à vous poser, pourquoi en Grande-Bretagne il existe cette question du multiculturalisme? En France, le modèle républicain de la nation intégratrice a permis l'intégration pendant des années et je crois que ce modèle est en panne aujourd'hui, c'est un vrai débat interne à la France. En Grande-Bretagne, vous n'avez pas eu ce système d'intégration. On apprenait à tous les Français, d'où qu'ils viennent, tous les enfants non français qui allaient à l'école, nos ancêtres sont les Gaulois. C'était le système qui permettait par une bâton magique de dire regardez nous sommes tous issus du même terreau. Oui, mais qui a parfois été remis en question par le fait d'avoir annihilé une partie de la population, notamment ce qu'on appelait indigène à l'époque, et ne pas reconnaître non, c'est justement la question. C'est justement la question. C'est un autre débat, pardon, Monsieur Juvin. Je voudrais revenir sur la question de la Roumanie et de la Bulgarie. La grande question est, doivent-ils ou pas intégrer du coup l'espace Schengen Ce n'est pas le même débat. Ça fait partie du débat. Si vous me permettez, ce n'est pas tout à fait le même débat. Moi, il me semble que la question de Schengen est très simple au fond. C'est que dès lors que nous sommes dans un espace Schengen commun, les frontières de mes voisins sont mes frontières. Les frontières de l'Italie sont les frontières de la France. Et donc à partir du moment où les frontières de ce grand ensemble ne sont pas correctement surveillées, en tout cas ne sont pas surveillées de la même manière, cela me pose un problème à moi, membre de cet ensemble. Donc nous pensons, nous, à l'UMP, qu'il faut aujourd'hui renégocier les conditions de surveillance des frontières Schengen. Pour faire en sorte que cela fonctionne mieux. Par exemple, je crois à la création d'un corps européen de garde-frontières. De contrôle des frontières. Et si ça ne fonctionne pas, en sortir. Avec l'appui des États membres, parce que les États membres, en ce moment, ne donnent pas leur appui à une contrôle commune des frontières. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de politique commune. Il n'y a pas de politique commune. Il y a certains instruments comme le Frontex. Il y aura maintenant l'Eurosur pour aider. Mais les États membres ne veulent pas le financer. En effet, ils n'acceptent pas leur responsabilité au sein de l'Union. Écoutez, on aura au moins réussi à vous mettre d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de politique commune en matière d'immigration. Et qu'il en faut une. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Nous, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous dans 15 jours à Bruxelles avec Ahmed Tazir. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. En